Salut tout le monde et bienvenue dans la cave. Merde, il faut que j'arrête de regarder les vidéos de Mills. Salut, c'est Steel Comics et aujourd'hui je vous parle de Iron Man Armor Wars à travers ces deux TPB VO que j'ai achetés il y a très longtemps et qui sont aujourd'hui repris dans l'Epic Collection qui sort chez Panini en français. Alors j'ai vu passer sur Twitter la question de savoir si pour lire l'arc Armor Wars, donc qui se trouve dans ce TPB qui correspond aux épisodes 225 à 232, il fallait lire en fait les épisodes 215-224 qui sont juste avant et qui avaient été publiés à l'époque dans Armor Wars Prologue, dans ce TPB. Alors oui, très clairement c'est très intéressant, déjà parce que ça va amener des éléments d'intrigue qui vont être le point de départ de Iron Man Armor Wars, mais aussi parce que il y a une montée en puissance, de montée en pression de Tony Stark tout au long de ces premiers épisodes qui vont être intéressants, et puis aussi parce qu'on a une équipe artistique, que ce soit le scénariste David Michelini, je sais pas comment on dit, ou Bob Layton, Mark Bright au dessin et à l'ancrage, Bob Layton aussi à la co-scénarisation. C'est une équipe qui est vraiment pour moi une des meilleures équipes que j'ai pu lire sur Iron Man. Alors c'est à l'époque je lisais ça dans Strange, je vais revenir un petit peu aussi sur des petites différences par rapport à ça, mais c'est vrai que c'était une équipe qui détonnait déjà d'une part par la qualité du script, des épisodes qui étaient qui pouvaient être à la fois self-contained, donc vraiment avec un début, milieu, une fin en 22 pages, et en même temps qui permettaient de construire des arcs un peu plus longs, c'est le cas d'Armor Wars, et en même temps qui traitait un peu tout le côté soap des comics, à savoir les interactions entre les différents personnages, les personnages secondaires, etc. Et en même temps, on avait au niveau du dessin une équipe ultra solide, on va le voir, avec Mark Bright qui était donc au crayonné, on va dire, mais la présence très marquée de Bob Layton derrière. C'était difficile d'ailleurs de savoir si Bob Layton crayonnait ou s'il ne faisait que de l'ancrage, mais on pouvait voir effectivement, si on regardait ce qu'il faisait avant, que son ancrage imposait aussi son style de dessin au style de Mark Bright, qu'on a pu voir par ailleurs sur d'autres séries après, avec un style quand même un petit peu différent. Mais moi j'aime énormément, je trouve que c'est vraiment un des meilleurs dessinateurs d'Iron Man, que ce soit en termes de texture, de design, etc. Et déjà juste sur ces couvertures des deux trades, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit finalement les trois types d'armure qu'Iron Man va porter, parce que à l'époque, les changements d'armure, c'était pas à chaque run, à chaque artiste, il n'y avait pas de nanotechnologie, il n'y avait pas toute cette possibilité qu'a Stark aujourd'hui d'avoir dizaines, cinquantaines d'armures différentes, voire même de faire évoluer son armure en cours d'épisode. Le changement d'armure avait toujours été quelque chose de, sinon symbolique, mais en tout cas quelque chose d'important dans les épisodes. Et puis on va le voir aussi, le rapport à l'armure a été différent par rapport encore une fois à ce qu'on a pu voir dans le MCU ou dans les comics depuis tout l'arc de Warren Ellis sur Extremis, où la technologie devient à base de nanotechnologie. Là on est vraiment dans l'approche de l'armure à l'ancienne, c'est-à-dire un équipement qu'on enfile en fait. Donc plus proche des premiers épisodes des premiers films d'Iron Man en fait. Là les trois designs, je vous laisserai me dire en commentaire lequel des trois a votre préférence. On a le design classique qu'on a connu pendant des années, qui est sans doute l'image la plus populaire d'Iron Man. D'ailleurs, c'est un peu celle qui est reprise sur mon tapis, qui reprend des figures classiques des personnages comics. Donc c'est vraiment la représentation la plus iconographique. On a ce design d'armure qui est ce qu'on appelait, je crois, l'armure Centurion, avec ses épaules larges, sa tête un peu large, qui allait rompre avec le schéma doré et rouge pour amener du blanc, ou de l'argenté avec du rouge. C'est une armure qui a été plutôt marquée la période où Iron Man était avec les Vengeurs de la Côte Ouest par exemple. Et puis c'est une armure qui était présentée comme une avancée technologique assez importante et qui donnait à Iron Man cette allure extrêmement puissante, extrêmement massive. Et puis alors là c'est un peu un spoiler, mais on est sur l'armure suivante que Iron Man, que Tony Stark va devoir fabriquer pour élever son jeu, on va dire, qui revient vraiment beaucoup plus à l'armure qui était celle des origines, donc au doré et au rouge, avec des petits éléments que je trouvais intéressants à l'époque,
Déjà, elle est plus fine, la silhouette est plus travaillée, même si on regarde un peu les épaulettes par rapport à ici, mais elles sont quand même beaucoup moins présentes. On retrouve aussi des designs de bottes et de gants qui sont un petit peu différents, mais je trouve que là, ils sont sympas, mais c'est ce que John Romita Jr. va en faire un peu après. Je trouve qu'il, moi en tout cas, qui m'a vraiment, vraiment plu, parce qu'il va en faire quelque chose de beaucoup plus massif, notamment au niveau des pieds, et j'aimais beaucoup ce design. Je pense que je le traiterai un jour aussi dans une vidéo, parce que la seconde guerre des armures était vraiment intéressante. Et puis voilà, on a un plastron qui est assez proche, même si là il est un peu en V, si les petits tétons métalliques qui étaient positionnés à l'époque ont disparu. Et puis il y a ce petit truc sympa que je trouvais intéressant, qui était ce col légèrement relevé qui rappelle ce qu'a fait Sean Gordon Murphy après sur son White Knight dans Batman, où il a rajouté ce petit col protecteur autour du cou de Batman. Voilà, là il y a ce truc là. Donc c'est une armure qui à la fois reste dans un certain classicisme, se débarrasse par exemple de toutes les traits en fait et toutes les rayures on va dire qu'on avait, qui en fait à l'époque était censé représenter le côté dépliable de l'armure, parce que il y avait cette idée que les gants, les bottes et tout étaient dépliables, étaient souples en fait, et après allaient se rigidifier au moment où il enfilait l'armure. Là on enlève un peu cette partie-là. Donc c'est une version à l'époque en tout cas un peu plus moderne que de la version classique, et en même temps un peu moins massive que la version Centurion. Donc je vais vous parler à la fois un petit peu de l'histoire, parce qu'il y a vraiment des choses vraiment très intéressantes. C'est quand j'étais gamin, c'était un des arcs qui m'a le plus marqué dans Strange, et une des périodes les plus fascinantes. J'ai jamais été un très très grand fan d'Iron Man, mais cette période-là et cet arc-là, en tout cas cette quinzaine, vingtaine d'épisodes, sont vraiment toujours restés dans ma mémoire comme vraiment la quintessence de ce que pouvaient être les comics à l'époque en termes de cliffhanger, de rebondissement, de densité narrative aussi, et de qualité de dessin. Donc je vais aborder le Armor Wars prologue, et après Armor Wars. Et puis je vais parler aussi évidemment, parce qu'on est sur la chaîne des styles graphiques, de ce que j'aime dans le découpage et le dessin de Mark Bright et Bob Layton. Alors déjà pour l'ouverture, une petite présentation, une petite mise en ambiance, déjà avec une couverture que je trouve superbe, puisqu'on a 2 Iron Man pour le prix d'un. On va voir pourquoi dans l'histoire justement. Tony Stark dans l'armure Centurion, et puis quelqu'un dans l'armure classique. Et puis aussi d'entrée de jeu, je trouve que dans cette page on retrouve un peu ce qui me plaisait dans cette série graphiquement. C'est le fait que déjà Tony Stark, voilà, on est dans la période, c'est un playboy absolu, qui est beau gosse, qui est massif, etc., avec toujours sa petite moustache et sa coiffure d'époque. Et en même temps, il évolue dans un environnement de technologie légèrement avancée. C'est vraiment une caractéristique dans cette série, c'est qu'on voit que tout l'high-tech, on n'est pas forcément dans du design d'high-tech parfaitement crédible. Par exemple, là, typiquement, il est dans un hôpital où on voit que on n'est pas sur des machines réalistes, mais on a toujours cette idée qu'il évolue dans un univers un petit peu plus futuriste que d'autres séries comme Spider-Man à l'époque, et on est plus proche finalement de l'univers qu'on retrouvait dans les 4 Fantastiques, où il y avait cette présence d'une technologie qui avait post-Kirby, etc., dont les designs ne semblaient pas dans la continuité, on va dire, des designs que l'on connaît, des designs de l'époque ou des designs modernes, mais qui étaient déjà plus dans de la représentation de science-fiction, en fait, des machines. Et puis là, on voit que aussi, et c'est ce qui est une des grandes forces de Bob Layton, c'est la qualité de l'ancrage, en fait. C'est vraiment un artiste qui a été aussi connu pour ça, hein, en tant qu'encreur. Mais vous allez voir tout au long de ces pages, la qualité d'ancrage, elle est assez exceptionnelle, à la fois d'une grande finesse pour tout ce qui est technique, et en même temps, jamais de confusion sur les niveaux de plan, toujours une mise en valeur des formes avec des plans et des liés là-dessus. Vraiment une très très grande précision, et sur tout ce qui est armure justement, ça rend quelque chose de vraiment magnifique. J'ai essayé, je le dis un peu à chaque fois, mais je le redis, il y aura forcément un petit peu de spoiler visuel. Je m'en excuse par avance, mais je suis obligé de parler de certains trucs, et puis j'ai quand même essayé d'éviter tous les gros spoilers pour pas vous gâcher le plaisir de la lecture. Donc je vous parlais
voilà, du look de beau gosse de Stark, et puis de cette technologie en fait. Là, on est dans le chantier de la construction de la nouvelle entreprise de Stark, avec cette navette, et cetera et tout, qui va jouer un rôle important dans l'intrigue. Mais on voit déjà que tout, voilà, est designé, alors peut-être de manière, aujourd'hui, en tout cas par rapport aux standards d'aujourd'hui, un peu plus, simpliste, si on se réfère après à la technologie telle que designée par Jim Lee ou récemment, par exemple, par Pepe Larraz ou par Brian Hitch, et cetera, qui sont des technologies encore plus, complexes. Là, on reste dans quelque chose qui est, j'allais dire plus de l'époque, plus des années 80, mais je trouve qu'en fait, ça fonctionne encore très, très bien et ça donne ce côté, finalement un peu SF intemporel, à la série. Un autre point fort, là, plus scénaristique, c'était, le supporting cast de Tony Stark, avec Rhodey évidemment, qui avait un rôle très important à l'époque, dans la série et qui était pas devenu War Machine encore, qui restait justement un peu traumatisé par son passage, dans l'armure d'Iron Man et puis qui, était vraiment plus un petit peu plus dans la logique un peu de ce qui a été après, Iron Man 3, le film, qui était un buddy movie un peu plus marqué avec Stark, même si les aventures étaient clairement solo, mais leur interaction et la façon dont ils se complétaient, la façon dont ils se chambraient, et cetera et tout, était assez présente. Moi, j'aimais beaucoup ce tandem, en fait. Je trouvais que Rhodey, contrebalançait vraiment, Stark et était posé là où l'autre pouvait être à certains moments, pouvait s'emporter et à l'inverse, était beaucoup plus prudent là où Stark allait être, beaucoup plus courageux ou en tout cas plus tête brûlée, quoi. Et puis il y avait ce personnage-là aussi, qui s'appelait, je crois, Clytemnestra, qui était, une jeune femme qui rencontrait un peu plus tôt, une scientifique qui allait intégrer l'équipe et c'est un personnage, vraiment attachant et alors c'est un peu le dommage, hein, c'est un peu le problème je trouve sur le fait d'écrire aujourd'hui l'Epic Collection, c'est que vous avez pas tout le parcours, qu'on a pu nous avoir à lecteur de Strange à l'époque, en lisant dans la continuité, l'apparition de ce personnage-là qui avait un frère au départ, et qui est décédé un petit peu avant. Et donc et on voyait comment elle devenait et elle intégrait l'équipe. On découvrait sa personnalité, c'est une petite, scientifique timide, sympa, et cetera. Mais c'est un personnage qui va être extrêmement important dans cet album. Donc je vais pas vous dire pourquoi, mais son histoire en fait est vraiment, à l'époque m'avait un peu laissé sur le cul. En fait, et en plus ça permet, de d'amener une histoire qui va, véritablement toucher au cœur, Stark et qui va être un des hem, premiers coups de pression qu'il va avoir tout dans cet album. Donc cette dynamique-là et cette façon de décrire les relations entre les personnages, je la trouvais vraiment, vraiment très intéressante à l'époque. Alors là, 2 choses, sur cette page intéressantes. Je vous parlais évidemment du design aussi, bah, que ce soit la station orbitale de Stark, qui était vraiment un truc vraiment sympa en fait, qui est un lieu qui va revenir dans quelques épisodes, dans celui-là notamment, mais après un petit peu plus tard aussi. Ce design de l'armure et voilà, je vous parlais de la façon dont l'ancrage de Bob Layton, sublime complètement, l'armure de Stark. Moi j'adorais ce travail sur les reflets, sur les volumes, sur le noir aussi qui s'appliquait avec, ces petits, effets en fait de reflets travaillés à chaque fois. Voilà, je trouve que c'est sans la couleur en fait en plus. Il faut voir aussi que, là vous le constatez, mais la couleur est plutôt en aplat. Il n'y a pas le travail, de colorisation qui se fait aujourd'hui et qui va apporter énormément de textures, de reflets, d'effets de lumière en fait sur les surfaces qui peuvent être chromées comme ça. Là vraiment, ça se faisait à l'ancrage et c'est ça qui est vraiment, qui montre aussi le talent de Bob Layton et qui a aussi, assis un peu sa notoriété, là-dessus comme un des plus grands dessinateurs d'Iron Man. Et d'ailleurs ce travail-là se retrouve aussi sur cette équipe, donc de l'IM, hein, qui envahit, cette base dans un scénario un peu à la Die Hard où il y a infiltration d'un lieu et puis, résistance, des personnes qui se trouvent à l'intérieur. Et même, bon, pourtant l'IM c'est vraiment d'habitude des costumes bien ridicules avec, leur casque, très large et tout. Là, la façon dont Mark Wright et Bob Layton le travaillent fait que, ben, voilà, ça passe bien. On a vraiment cette idée de scaphandre solide et j'ai trouvé ça vraiment plutôt bien rendu. Un autre point aussi, que j'aimais bien à l'époque, c'était que, eh bien, les scènes d'action, il se passait beaucoup de choses et il se passait beaucoup de choses finalement à l'intérieur de quelques pages seulement.
Là, typiquement, cet affrontement avec Rhodey qui utilise un marteau, enfin, qui projette des clous, on va dire, et puis Iron Man contre les agents de l'IM. Il se passe énormément de choses. Là, je vous ai enlevé les pages précédentes de combat, mais c'est un combat qui a été étalé sur les 3-4 pages, un truc comme ça, et il se passait énormément d'actions pour autant. Et on voit qu'en fait, le découpage est resté finalement assez dense au niveau des pages par rapport à ce qu'on a pu connaître après en termes de décompression de l'action. Donc ça restait quand même assez dense, mais toujours très lisible, avec des cases, et c'est là aussi l'ancrage de Bob Layton était plutôt bon. Pas de sentiment de confusion, pas l'impression de lire des timbres-poste. Les personnages, voilà, on a quand même, on va dire, une mini pin-up d'Iron Man vraiment très sympa, et en même temps, l'action est parfaitement décomposée, que ce soit ici avec cet effet de panoramique un peu qui est reproduit pour voir pour montrer la propagation de cette substance qui va corrosive, en fait, qui va abîmer la station. Et en même temps, une large place donnée au dialogue, parce que c'était encore une époque où il y avait quand même pas mal de dialogues entre les personnages. Il y avait encore des bulles de pensée, par exemple. Voilà, aujourd'hui, peut-être qu'il y aurait une narration en off, peut-être qu'il y aurait beaucoup plus de captions qui viendraient raconter. Là, on est dans une narration qu'on peut qualifier de old school, mais qui avait aussi ses gros avantages, qui étaient que finalement les dialogues et l'utilisation des bulles de pensée suffisaient un peu à cerner les personnages. On n'avait pas forcément besoin de cette omniprésence de caption et de voix off, soit celle du personnage, soit une autre voix off, qui après est peut-être post-Frank Miller d'ailleurs, parce que je me suis toujours posé la question si c'est vraiment arrivé post Dark Knight Returns et Watchmen, choses comme ça, des comics qui ont amené cette narration un peu littéraire par la voix off. Je crois que déjà Miller le faisait dans Daredevil aussi, je regarde, mais c'est vrai que c'est une narration qui a pu à des moments beaucoup plus alourdir la lecture et finalement priver le lecteur d'une simple narration par l'image, par le dialogue, point, un peu comme si on assistait effectivement à un film dépourvu de voix off, quoi. Donc voilà, une double page, moi encore une fois, je trouve qu'il fonctionne vraiment très très bien, une bonne lisibilité, une bonne dynamique aussi, même si on n'est pas dans des cadrages très variés, on est dans quelque chose de vraiment très rigide et classique, et pour autant je trouve que le dynamisme de cette scène fonctionne vraiment bien. Alors j'ai fait un gros saut en avant parce que l'épisode que je vous ai montré précédemment finit par un cliffhanger de dingue. À l'époque, alors il faut voir qu'effectivement, il y avait un épisode par mois dans Strange, donc il fallait attendre un mois pour avoir la suite, et je vous cache pas que l'enfant que j'étais avait trépigné comme un dingue pour savoir ce qui allait se passer après. Là, vous aurez la chance de le lire dans un Epic Collection, dans la continuité, mais vous allez voir, quand vous allez voir cette dernière page de l'épisode avec ce cliffhanger de dingue, vous imaginerez ce que c'était d'attendre 30 jours pour avoir la suite et pour savoir ce qui allait arriver au personnage. Donc voilà, j'ai sauté pas mal de ce passage-là parce que c'est vraiment très intéressant tout ce qui se passe, mais ça spoil trop l'intrigue et je préfère vous laisser découvrir. Rapidement sur cette double page, deux choses. Je vous parlais de la présence de Rhodey qui reste toujours, qui n'est pas un faire-valoir, hein, qui a toujours des petites intrigues un peu parallèles et qui va ponctuellement venir renforcer l'histoire avec ses propres intrigues, qu'elles soient à titre personnel ou justement des petites aventures comme c'est le cas de ce qu'il va vivre ici. Et puis l'apparition de ce personnage qui s'appelle Marcy Pearson, qui était aussi un personnage super intéressant, d'attaché de presse, que Stark justement recrutait à la Stark, hein, c'est-à-dire qu'il réserve Disneyland pour pouvoir juste dîner avec elle. Et la recruter, et c'est un personnage qui va tout au long des épisodes prendre de l'importance, qui va être une voix très intéressante entre Stark et Rhodey, c'est-à-dire elle est brillante et donc elle a la capacité de recadrer Stark assez rapidement par rapport au débordement qu'il peut avoir, et elle le ramenait aussi à la réalité de ce qu'est sa gestion de son entreprise. Et puis en même temps, elle va développer une relation plus personnelle avec Rhodey, encore une fois, et en créant une dynamique assez intéressante entre les deux personnages, lui qui est plutôt un homme d'action pragmatique, et elle qui est plutôt une femme posée, intelligente, qui pense à plusieurs coups d'avance. Donc c'était une dynamique de personnage que j'aimais beaucoup et que l'on va avoir sur plusieurs épisodes et qui je trouve intéressante à suivre. Et que serait une bonne histoire d'Iron Man sans la mise en avant de d'autres types d'armures. Alors là c'est une armure provisoire parce que c'est une armure pour aller
pour une aventure sous-marine. Voilà, je voulais juste faire ce petit passage parce que c'est aussi un des intérêts de toute cette saga, c'est que il y a ces charnières en fait entre le passage de l'armure Centurion à une autre armure qui va durer après un peu plus longtemps, mais à l'occasion de différentes aventures, Stark va utiliser des armures spécifiques pour s'adapter à l'environnement ou s'adapter à une mission. Donc là, ça fait partie. Et cette armure sous-marine, c'est pas le design le plus délirant du monde, notamment parce qu'elle est entièrement jaune. Et elle fait un peu écho aux premières armures d'Iron Man qui étaient entièrement dorées comme ça. Mais voilà, ça faisait partie du petit plaisir de fan d'Iron Man de voir s'il allait sortir un nouveau joujou, un nouveau gadget dans les épisodes. Deux choses importantes aussi avec cette double page, je vous parlais du dessin de Bob Layton, enfin de Mark Bright et Bob Layton. Donc voilà, Tony Stark en pleine forme, Tony Stark le Californien avec la tenue d'époque qu'il fallait porter pour faire du jogging dans les années 80, à condition que vous ayez autant de muscles et autant d'abdos, sinon vous avez l'air un peu con. Mais voilà, donc cette représentation, encore une fois, je vous laisse admirer le travail sur l'anatomie, le travail sur l'ancrage, plutôt cool. Et puis surtout, l'apparition de ce personnage, The Ghost, qui a été après repris et réinventé, on va dire, dans le MCU, parce que c'est pas vraiment le même personnage, voire pas du tout, et qui était un personnage qui va prendre de l'importance sur plusieurs numéros et qui va devenir un antagoniste vraiment sérieux pour Iron Man, et que je trouvais très intéressant et en termes de design et en termes d'intégration, on va voir, dans le dessin, d'utilisation, qui s'est révélé vraiment compliqué à gérer pour Iron Man. Après, c'est pas en soi un personnage qui a un arc palpitant. En revanche, je vous invite à lire, si vous aimez après ce personnage-là, l'arc des Thunderbolts écrit par Jeff Parker, à l'époque où l'équipe est dirigée par, en tout cas est prise en charge par Luke Cage. C'est le même modèle que Suicide Squad à ce moment-là. Et il y a le personnage de Ghost qui est intégré, mais c'est une version de ce personnage extrêmement inquiétante, limite cadavérique, mais que je trouve aussi très, très intéressante, qui fait penser un petit peu au personnage de Cronen dans le film Hellboy en fait. Donc voilà, donc si ce personnage vous intéresse, même si encore une fois je trouve que dans le MCU il n'était pas totalement inintéressant et j'attends de voir ce que ça va donner dans les Thunderbolts, mais voilà, moi je l'ai découvert là-dessus et je trouvais que c'était un personnage qui avait créé, enfin qui avait permis d'avoir des histoires vraiment intéressantes sur Iron Man. Donc là on est dans l'affrontement inévitable entre Tony Stark, Iron Man et le Ghost. Là encore une fois on voit que, je vous disais, hein, le découpage et les scènes d'action sont assez rapides. On n'est pas dans une décomposition folle, mais on est dans une narration très claire, avec deux petits trucs qui sont vraiment très typiques des comics en fait, et qu'on peut se permettre dans les comics. Le premier, c'est la façon dont le Ghost en fait est représenté. J'espère que ça se voit bien à l'image en fait. Il est dessiné, mais il n'est pas ancré au noir en fait. Il est ancré en bleu, on va dire. Donc je pense que c'était un procédé de superposition. Je sais pas exactement, mais je pense que c'est un procédé de superposition, de récupération, peut-être parce que le personnage était dessiné sur un calque par ailleurs et rajouté après. Aujourd'hui, ce serait fait entièrement à la colorisation, mais en tout cas, voilà, ça donnait en fait une immatérialité au personnage, vraiment palpable, si je puis dire, en tout cas très évidente visuellement, et on avait toujours ce sentiment de bien comprendre à quel moment il était finalement impossible de le toucher. Ce qui était paradoxal, c'était que finalement on le voyait esquiver ici des rayons, alors qu'a priori il n'allait pas être touché par ça, et s'enfuir aussi, alors qu'a priori il ne pouvait pas être menacé par les tirs énergétiques. Mais voilà, visuellement c'était un truc qui fonctionnait pas mal, et il y avait, là aussi on le voit, des petits entre guillemets, effets spéciaux par rapport à tout ce qui va être fait après en colorisation avec le numérique sur les différents SFX qui vont être pour l'énergie, pour la télépathie, etc. Là on est vraiment dans du très basique. Je crois que le coloriste c'est Bob Sharen, qui était un coloriste, moi j'appréciais plutôt bien. C'était toujours très propre, toujours très lisible. Après, on était dans une période où la colorisation, en fait, on avait travaillé beaucoup sur des aplats. Donc oui, vous aviez des murs verts, des plafonds orange, des casiers violets. On n'était pas forcément dans la représentation réaliste de toutes les textures et de tous les éléments de décor, mais ça restait quand même assez lisible. Et puis un dernier point qui, je trouve, fait vraiment très comics, c'est ce plan ici
ou ce plan ici avec, cette vue, complètement impossible, on va dire. Parce que sinon ça veut dire que le plafond et le toit seraient très hauts par rapport au mur et qui ne seraient pas terminés. Mais qui finalement a un angle, très comics. On peut se permettre, dans le comics avec, évidemment ce plan de coupe aussi avec le personnage qui passe, mais qui a été repris, après aussi dans des films. Notamment, si vous avez vu le film Snake Eyes de Brian De Palma avec Nicolas Cage, il y a un plan comme ça, qui survole des pièces et justement où en fait on s'affranchit des règles, du fait de ne pas pouvoir positionner la caméra à un endroit où, en fait il y a un obstacle, en l'occurrence le plafond, pour pouvoir survoler et je crois même que Spielberg l'a fait dans, Minority Report aussi. Donc c'est des petites choses comme ça qui montrent aussi que le comics est capable d'avoir son langage et s'affranchir, de finalement d'autres règles qui sont, beaucoup plus, contraignantes, notamment, au cinéma. Alors une autre double page que je trouvais intéressante, rapidement, c'était, celle-ci où on voit, que Tony Stark, justement hanté, si je puis dire, par, les assauts du fantôme, préfère se reposer dans son armure parce que c'est là où il se sent le plus en sécurité et outre l'idée en fait que l'on va retrouver un petit peu plus tard dans le MCU aussi, cette idée qui est encore une fois citée dans Iron Man 3 où le personnage se sent beaucoup plus en sécurité, lorsqu'il est dans l'armure. Hem, donc sur le développement du personnage, je trouvais ça plutôt bien parce que c'est là où, comme je vous disais, on voit que Stark commence à monter en pression, à sentir qu'il n'est pas aussi, invulnérable que ce que des fois il a tendance à imaginer. Et puis on a, graphiquement ce travail, voilà, cette page je la trouve superbe. Cette posture finalement, très banale de quelqu'un vautré sur un canapé, mais avec une armure en métal qui est parfaitement bien rendue. Ce travail ici sur les trames, je suppose à l'époque appliqué à la main, hem, voilà que je trouvais, vraiment très, très, très bien fait. Il y a cette notion d'armure massive, ces reflets métalliques et tout et qui crée finalement ce décalage. D'autant que lorsque le personnage, arrive, en fait, on peut se poser la question: «Est-ce que l'armure elle est vide? Est-ce qu'il est mort, inconscient à l'intérieur?» Donc voilà, c'était je trouvais une entrée en matière très intéressante. Un petit point aussi que j'ai pas mentionné, c'est que j'aimais beaucoup, le design de Rhodey, en fait. Voilà, parce qu'il avait ce côté, ultra massif, beau gosse, qui faisait que, bah, et voilà, il dépareillait pas à côté de Stark au sens où, on n'avait pas l'impression que Stark était le beau gosse et puis, les autres personnages étaient un peu ses faire-valoir. Rhodey avait une vraie présence, et moi c'est vraiment à cette époque où j'ai commencé à aimer ce personnage-là et à le trouver, presque indispensable en contrepoint de Stark. Sur cette page, une autre des qualités, 2 autres qualités en fait de cette période, c'est le fait que, il y aura tout au long de ces 2 des TPB pas mal de personnages de l'univers Marvel qui vont passer. Donc mine de rien, c'était aussi quelque chose de plaisant à l'époque de pouvoir, découvrir des nouveaux personnages. En l'occurrence ici Spy Master que je connaissais pas du tout. En tout cas, j'avais pas eu l'occasion de lire, dans Strange, dans d'autres épisodes. Donc un personnage d'espion, plutôt espion industriel en fait, qui vient, affronter, The Ghost en fait et Tony Stark se retrouve, en plein milieu de l'histoire et ce qui était, cool aussi, c'était que, ben, on avait un Tony Stark, qui n'avait pas systématiquement la possibilité, comme je vous le disais, d'enfiler son armure via la nanotechnologie. Donc, bah, lorsqu'il n'avait pas sa mallette avec son armure, ben, il devait se débrouiller par lui-même. Là, en l'occurrence, il passe en mode John McClane, là, encore une fois, avec quelque chose qui fait penser à Iron Man 3, où il y a toute cette séquence où il s'infiltre chez ce qu'il pense être la base du mandarin, et où en fait il est juste sans armure avec un flingue et des petits gadgets. Là encore, c'était une façon, je trouvais intéressante, de montrer que l'homme sous l'armure était aussi beaucoup plus important que le personnage en armure en tant que tel. Alors voilà, je vous disais que il y avait plusieurs personnages qui allaient intervenir. Là, on est dans une partie vraiment très importante, fin de l'album, la partie qui va servir de transition avec Armor Wars justement. Il y a ce personnage qui s'appelle Clayton Wilson, qui est à la base un super vilain il s'appelle Force et qui a eu lui aussi une armure, qui est venu solliciter l'aide de Stark, bref, et vous verrez, et finalement, bah, évidemment, ça ne plaît pas à certaines personnes qui envoient le scarabée, donc Beetle, euh,
Whiplash, non, Backlash plutôt. Pourquoi ouais, c'est Backlash? Ouais, c'est marrant parce que je pensais que c'était Whiplash son nom, mais bon. Donc un homme au fouet, avec un fouet cybernétique, mais je pense que c'est Backlash. C'est assez bizarre. Si vous vous souvenez en commentaire, moi j'étais resté sur l'idée que son nom c'était Whiplash comme dans le film. Mais bon. Et dites-moi en commentaire voilà, si pour vous c'était Whiplash ou Backlash, il faudrait que j'aille regarder. Et puis ce personnage dont j'aurais dû... Ah oui, Blizzard, voilà c'est ça. Blizzard qui revient d'ailleurs plus tard dans les Thunderbolts aussi. Qui a un design de costume assez basique mais je le trouvais plutôt cool en fait à l'époque. Qui peut faire penser à un personnage un peu de DC dans le même genre. Mais voilà. Et ça c'était aussi... ça faisait partie du charme de la série. Et avec encore une fois une situation où Stark n'a pas son armure et où il se retrouve face à des personnages qui sont beaucoup plus puissants que lui. Et je vais finir cet album sur cette page-ci, en fait, tout simplement pour vous dire aussi que à l'époque, effectivement, vous le savez, hein, sans doute, il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient coupées dans les épisodes. Alors ça pouvait être des scènes qu'on estimait trop violentes ou tout simplement le fait de vouloir passer en 20 pages un épisode qui était en 22 pages. Et à l'époque, on avait été privé de cet affrontement entre Roddy et le fameux Whiplash Backlash, que je ne sais pas son nom. Puisqu'en fait on avait juste ces deux cases là et après cette case-ci, si je me souviens bien, cette case là et point en fait. Donc on avait vraiment perdu énormément de choses, on n'avait pas du tout cet affrontement là, on n'avait pas cette partie là, ce qui fait que on passait du moment où il donnait un coup de nunchaku on va dire, à un moment où on voyait clairement que le personnage avait été un peu blessé. Et donc, mais comme il avait le nunchaku à la main, ça ne paraissait pas incohérent. Et au moment où Roddy lui donnait directement un coup. Donc voilà, on perdait beaucoup de choses et même dans le reste des affrontements, on voyait un petit peu. Et je trouvais dommage qu'on n'ait pas ça, qui est vraiment encore une fois l'occasion de montrer que Roddy savait se gérer lui-même et était capable d'affronter des adversaires beaucoup plus coriaces que, en tout cas qui avaient l'air beaucoup plus coriaces que lui. Voilà, c'était un peu dommage qu'on n'ait pas ça. Je voulais juste insister sur ce petit point. Donc voilà pour Armor Wars Prologue. Pourquoi c'est intéressant, juste en termes de lien, c'est que le personnage de Force dont j'ai parlé un petit peu avant, la récupération par Stark de son armure va lui permettre de comprendre que la technologie, une partie de la technologie qui est dans cette armure, finalement c'est de la technologie qui l'a créée et c'est ce qui va être à l'origine de sa croisade dans Armor Wars pour savoir qui lui a volé cette technologie et surtout quels sont les criminels qui l'utilisent aujourd'hui pour tuer des gens ou pour commettre des délits. Et c'est ce qui va être le cœur en fait dans cette saga. C'est pour ça que Armor Wars Prologue pour moi est intéressant. C'est déjà parce que il y a cette montée en puissance, il y a le fait que Stark est déjà malmené par différents adversaires et on voit qu'il est au centre d'un échiquier entre des hommes d'affaires, des politiques qui vont essayer de contrecarrer ses plans et de lui voler ses secrets, de le déstabiliser. Donc ce qui fait que lorsqu'il arrive dans Armor Wars, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui va l'amener à être de plus en plus radical. Alors, Armor Wars, je vais... les qualités techniques de cet album sont à peu près les mêmes. Comme je vous le disais, voilà, donc je vais passer un peu plus rapidement, je pense. Comme je vous le disais, Stark découvre en examinant l'armure de Force que une partie de la technologie lui a été volée. Petit point sur parler de la mise en avant de la technologie, voilà, moi c'était les choses que j'adorais dans Iron Man. C'était pas crédible, certes, ça ressemblait pas forcément à des ordinateurs de l'époque, voire pas du tout, mais justement c'était crédible parce que c'était l'univers de Stark et qu'on pouvait sans problème penser qu'il avait ce type de technologie. Donc ça c'était un point vraiment sympa dans cette série. Et l'autre point aussi, c'est que effectivement, il se pose la question de quels sont les personnages qui pourraient, en tout cas quels sont les super vilains qui auraient pu utiliser sa technologie. Et là, en l'occurrence, cette image permettait de se projeter un peu et de se dire, effectivement, si tous ces personnages-là ont bénéficié de la technologie de Stark, il va au-devant de pas mal d'affrontements intéressants. Il faut savoir, j'ai lu que en fait, c'est Jim Shooter, à l'époque éditeur de la série, éditeur de Marvel en fait, en chef, qui avait eu l'idée un peu qui avait pitché en fait l'idée d'Armor Wars
pensais que c'était David Michelinie, mais il le raconte très honnêtement dans une intro que c'est au cours d'un qu'il se plaignait en fait avec Bob Blayton que la série n'avait pas assez de promotion, que Marvel n'en parlait pas et assez, et Jim Shooter lui a dit bah, il vous faut un event, trouvez-moi un event important, et là on va pouvoir un petit peu plus promouvoir la série. Et au fur et à mesure de la discussion, Jim Shooter a pitché cette idée. Et si des criminels s'étaient emparés de la technologie de Stark, qu'est-ce que ça donne? Voilà, il faut rendre à César ce qui est à César. Jim Shooter a été connu quand même pour être un éditeur en chef qui avait pas mal d'idées assez innovantes, intéressantes. Là, en l'occurrence, il a posé les bases de cette grande saga. Euh, je pense qu'il n'est pas crédité, il me semble pas, là-dessus, mais je trouve intéressant que Michelinie lui restitue ça. Et puis, l'apport de Bob Layton au niveau du scénario, là aussi, ça m'est difficile de voir la distinction. Il est toujours indiqué comme coplauteur, je pense, parce que c'était un principe de travail à deux, parce que aussi c'était la référence à Iron Man depuis plusieurs années. Donc, je pense qu'il avait ce titre aussi et cette capacité et cette possibilité de pouvoir discuter avec les scénaristes et de se mettre d'accord sur les histoires qu'ils allaient raconter. Difficile de savoir quelles étaient les contributions de chacun, mais si vous avez suivi David Michelinie sur Spider-Man après, on retrouve à peu près les mêmes qualités dans la capacité à construire, dans la capacité à créer des arcs sur le long terme, sur la qualité des dialogues, sur la qualité des petits arcs à l'intérieur des épisodes. Donc voilà, je pense qu'on avait un trio de professionnels très aguerris qui du coup scénaristiquement nous permettent d'avoir une vingtaine d'épisodes très bien construits, avec une vraie montée en puissance, avec deux on va dire, deux moments qui sont clés et qui vont faire basculer un petit peu plus l'intrigue et monter les enjeux. Là aussi, on peut se plaindre des fois de TPB qui sont pas forcément très bien construits narrativement. On a l'impression que on se lit 6, 7, 8 épisodes pour finalement quelque chose qui aurait pu être réglé en 3 à l'époque. Et ça, c'est pour pas faire le boomer qui dit à l'époque c'était mieux écrit, pas forcément, parce qu'il y a plein de trucs des années 80 qui sont pas aussi bien foutus. Mais il y avait, mine de rien, un peu cette exigence de fournir à chaque épisode beaucoup de choses finalement au lecteur, qui n'achetait pas dans la logique du trade, en fait, en se disant je vais attendre le TPB, et donc du coup on pouvait diluer un petit peu plus l'histoire au rythme mensuel. Là, il fallait que chaque numéro arrache la victoire, on va dire. Et je trouve que pour Armor Wars, qui est une saga qui se tient vraiment bien sur plusieurs épisodes, cette exigence scénaristique, elle se ressent bien, parce que l'histoire est dense, elle est bien rythmée, on sent vraiment la progression, on sent presque les 3 actes, entre le moment où ça commence bien, le second acte où ça commence à partir en cacahuète pour Stark, et puis le dernier acte qui, avec ses cliffhangers aussi, parce qu'il y a des sacrés cliffhangers dans cette histoire, où on a l'impression que le personnage est extrêmement malmené. Donc voilà, donc ça, encore une fois, je vous laisserai, je vous inviterai à apprécier la qualité de construction scénaristique de cette histoire. Je vois que la couleur a bavé. Cette petite double page rapidement pour vous montrer l'apparition d'un personnage qui a un petit peu de mauvaise presse en ce moment, à savoir Scott Lang. Ant-Man et sa fille Cassie, qui apparaît comme un personnage secondaire ici. Donc il a déjà repris le flambeau de Ant-Man dans les circonstances qui ont été décrites, à savoir c'est un ancien criminel qui avait volé le costume, etc. Et donc là, il a un petit rôle de guest star. Donc là, effectivement, il ressemble pas trop à Paul Rudd, mais c'est pas très grave. J'aimais bien le fait juste de vous montrer que, encore une fois, le personnage de Stark n'était pas déconnecté de l'univers Marvel, et il pouvait inviter et croiser différents personnages. Et puis voilà, aussi un petit clin d'œil sur ce dessin qui, curieusement, n'a pas la même rigueur que tous les autres dans la construction de Stark. Là, on a vraiment un nez très long, on a un menton qui semble des yeux beaucoup plus grands par rapport au reste du visage. Pas très grave, tout le reste est tellement bien foutu que de temps en temps, si les dessinateurs se ratent un peu sur un truc, c'est pas grave. Moi, je trouve qu'au contraire, c'est toujours bien de voir des dessinateurs de grand talent rater des petits trucs, ou en tout cas se précipiter pour pas forcément bien finaliser certaines choses. Ça les rend encore plus humains, et moi, ça me fait les admirer encore un peu plus. Mais c'était rigolo parce que je trouvais que ce petit nez, ce grand nez plutôt un peu allongé, renvoyait à ce qu'on pouvait reprocher à Ron Lim, dessinateur sur Infinity Gauntlet par exemple, sur Silver Surfer, pas mal d'univers cosmiques de Marvel.
et qui avait cette tendance à faire finalement des nez très allongés, en tout cas des arêtes de nez très allongées. Voilà, donc moi je trouvais ça nul quand j'étais plus jeune, mais avec le temps on se rend compte que c'était un sacré bon dessinateur aussi. Donc voilà, petite apparition de Ant-Man. Encore une fois, avec un travail sur les textures de casque, je trouvais assez dingue, avec juste ces traits en fait qui marquent les reflets. Et puis un petit boulot aussi sur cette vue en plongée, juste avec ce jeu d'ombre et ces formes. Voilà, je trouvais que ça avait une bonne façon de styliser une ville, avec beaucoup d'élégance, et de faire un truc très très graphique avec Iron Man qui flotte au-dessus de la ville. Voilà, ça rendait vraiment, vraiment très, très bien graphiquement et je pense qu'il y a pas ça n'a pas à rougir, par rapport à les comics, actuels, même si effectivement la colorisation, trahit, on va dire, le côté un peu daté. Si vous regardez et vous focalisez uniquement sur le dessin et la qualité d'ancrage, je pense que ça n'a pas à rougir de beaucoup de comics, aujourd'hui. Un petit détour, alors que Stark commence sa croisade et évidemment il va aller taper, l'Homme aux échasses, l'un des ennemis de Daredevil les plus souvent moqués, mais qui là du coup va pas offrir une résistance délirante, et puis c'est surtout qu'il va vite être trahi par son gimmick des échasses, mais ça permet de montrer et de voir comment Stark va commencer méthodiquement à aller attaquer chacun de ses adversaires et à les neutraliser. Je vous parlais tout à l'heure de l'importance de Marcy Pearson qu'on voit ici, et aussi du fait que malgré cette croisade de super-héros, on va dire, les scénaristes ne perdent pas de vue le suivi en fait de la vie de Stark au quotidien, et sans que ce soit ça casse pas le rythme, c'est pas non plus inintéressant à lire, loin de là. Au contraire, ça montre que il essaie de concilier un peu toutes ces casquettes et de à la fois rester un chef d'entreprise, à la fois gérer une image publique, parce qu'à partir du moment où Iron Man commence sa croisade, forcément ça a des répercussions. Il faut savoir qu'à l'époque, peu de gens savent que Tony Stark est Iron Man. On va le voir un peu après, mais il y a vraiment toujours un peu cette idée que c'est un garde du corps externe, une personne embauchée pour remplir ce rôle. Donc il n'y a que vraiment quelques personnes de son entourage qui sont au courant de cette double identité, mais qui fait que du coup Stark va quand même, au niveau de son entreprise et son image de marque, récupérer les impacts des actions d'Iron Man. Et là on va voir justement comment c'est traité, et je trouvais que ces scènes-là étaient vraiment importantes. Elles continuaient à densifier l'environnement et les arcs autour de Stark, et l'équilibre était toujours parfaitement trouvé dans ces épisodes entre ces moments plus terre à terre, on va dire, de gestionnaire dans la vie de Stark, et en même temps les combats, les affrontements, ce pourquoi à la base on était venu. Je vous parlais de personnages qui vont traverser cette saga. Stingray, un personnage souvent moqué encore une fois, mais pour une raison que je ne sais pas expliquer, je kiffais au niveau du design. C'est un personnage très limité par certains aspects, mais moi j'aimais beaucoup son design, qui pourtant est très super-héros de base, on va dire, mais il y avait quelque chose dans le masque, dans la forme de ces espèces d'ailes qui lui permettent de se déplacer sous l'eau, que je trouvais chouette. J'étais content que le personnage soit un peu plus présent dans les Avengers après, lorsqu'ils se sont installés sur son île flottante artificielle qui s'appelait l'Hydrobase, je crois. Donc voilà, j'étais content de le voir ici, même si effectivement ça va être de courte durée. Je vous le disais aussi, les actions de Stark vont avoir des répercussions, et notamment vont attirer l'attention du Shield, qui voit d'un mauvais œil le fait que cette croisade technologique va mettre à mal certains de leurs intérêts. Alors, parce que bien évidemment, je vais pas vous spoiler, mais ce ne sont pas que des super vilains qui ont récupéré la technologie de Stark, et ça va l'amener de plus en plus à aller se frotter avec des alliés. Et donc là, c'est là où on a cette scène où le Shield vient demander des comptes à Iron Man, et où Stark lui dit écoutez, il est parti de lui-même, il est devenu incontrôlable, et il livre une fausse identité en disant que le porteur de l'armure s'appelle Randall Pierce, et donc invite les agents du Shield, et il dit même qu'il va les aider à essayer de le neutraliser. Donc il va faire que il va devoir jouer un peu un double jeu, un peu comme un espion, à la fois être Iron Man et en même temps à la fois être Stark. Et là encore une fois, ça densifie le scénario, ça apporte des nouveaux enjeux, ça apporte un peu de suspense supplémentaire, et tout cela en seulement quelques pages. Ça, c'est un mini spoiler, mais je suis quand même obligé de vous le montrer.
parce que cet épisode est vraiment trop cool. On a le retour, en fait, d'un Captain America, mais qui s'appelle pas Captain America. À l'époque, il s'appelle The Captain, puisqu'il a été... alors, il a abandonné, si je me souviens bien, je me souviens plus trop de... J'avais pas lu cet arc à l'époque, mais si je me souviens bien, il a renoncé dans sa série au costume de Captain America après avoir découvert le degré de corruption du gouvernement, en tout cas d'une partie du gouvernement américain. Il a pris l'identité de Nomade et est devenu un personnage, comme son nom l'indique, plutôt itinérant. Et il me semble qu'après, justement, il revient avec cette identité de The Captain, un costume noir qui sera repris plus tard par US Agent. Donc si vous êtes fan de Captain America et que vous avez tout lu, n'hésitez pas à mettre en commentaire des précisions ou justement des corrections de ce que je viens de dire, parce que je suis un peu en freestyle là-dessus, et je fais ça de mémoire. Et ce qui était intéressant, c'est que du coup, il venait solliciter Stark pour la création d'un nouveau bouclier qu'il va être amené à utiliser justement contre Iron Man, dans un contexte que je ne vous spoil pas, mais qui est un épisode vraiment intéressant, encore une fois très bien dessiné, très bien découpé, et qui montre et qui commence à poser les bases de ce que l'on va retrouver des années plus tard dans Civil War, à savoir cet antagonisme qui peut exister entre l'idéalisme de Captain America, de Steve Rogers, qui pense que certaines lignes de conduite, certaines lignes ne doivent pas être franchies, qui pense aussi qu'il y a toujours moyen d'aller vers une solution pacifique, et où Stark, à l'inverse, est un pragmatique tellement obsédé par le résultat qu'il est capable de franchir certaines lignes, et donc forcément, c'est quelque chose qui les amène à se télescoper à un moment donné, et là, en l'occurrence, c'est probablement ce qui va se passer. Et donc voilà, on est dans les dernières parties, en fait, où on a les enjeux qui commencent à devenir de plus en plus importants, à tel point que effectivement Iron Man, Tony Stark est convoqué par ses alliés des Avengers de la côte ouest, West Coast Avengers et des Vengeurs de la côte ouest. Dans cet épisode, qui moi m'avait beaucoup marqué, numéro 229, puisqu'il va aller affronter l'homme de titanium ici, et puis la Dynamo Pourpre, qui sont un peu des ennemis historiques d'Iron Man. Et c'est une aventure qui montre comment les choses peuvent commencer à échapper à Tony Stark, et que sa croisade qu'il part d'une bonne idée va commencer à se retourner contre lui et à montrer les dérives dans lesquelles il peut s'enfoncer. Et puis c'est l'occasion dans cette aventure d'avoir, ça c'est un peu plus tard, d'avoir une nouvelle armure qui est utilisée, qui est considérée comme l'armure furtive, en fait, avec cet alliage noir qui est censé lui faire passer plus discrètement les frontières de l'URSS, de la Russie à l'époque, je crois. Je ne sais plus d'ailleurs à l'époque, je regarde. Bref, donc encore une fois, l'occasion d'avoir un nouveau gadget, une nouvelle armure, c'est toujours intéressant. Et puis, voilà, la dernière partie de cette saga, évidemment je ne vais pas vous spoiler, mais qui va commencer à montrer comment le gouvernement ou les différentes forces politiques, industrielles, etc., vont commencer à s'allier pour mettre fin à cette croisade de Stark, en créant une nouvelle menace, en tout cas un adversaire digne de ce nom et capable de lui tenir tête et de l'éliminer tout simplement. Et ça, on rentre vraiment dans la dernière partie d'Armor Wars, d'ailleurs qui s'appelait Stark Wars aussi, qui est aussi intéressante d'ailleurs comme appellation, parce que ça montre à quel point c'est une croisade personnelle et qui renvoie Stark à son passé de fabricant d'armes, et donc à cette idée que ses créations ne peuvent plus et ne doivent plus être à l'origine de différents morts. Voilà, juste cette scène. C'était un peu comme à l'époque de l'agence Touriste, quand on attendait le moment où les membres de l'équipe fabriquent quelque chose, et voilà, c'est un peu un kiff d'avoir Stark qui se retrouve dans son labo et qui va se fabriquer et designer cette nouvelle armure. Voilà, moi j'avais adoré cette scène, le design des machines ici qui se croisent, surtout qu'on n'a pas encore, même si on l'a sur la couverture aujourd'hui du trade, mais à l'époque on n'avait pas encore vu la tête qu'aurait la nouvelle armure.
ça n'avait pas été spoilé par internet 6 mois avant, comme ça peut être le cas aujourd'hui avec les previews. C'est là aussi où il y a quelque chose, un décalage aujourd'hui, et notamment, mais pas seulement à cause d'internet, mais aussi parce qu'avec la communication des catalogues comme Previews, etc., où on peut voir les changements d'équipe créative, etc. À l'époque de Strange, on vivait au mois les aventures, on n'avait pas moyen de savoir ce qui se passait aux États-Unis, parce qu'il y avait un décalage assez important. Donc tous ces éléments-là étaient découverts au fil de l'eau, j'ai envie de dire. Et du coup, cette scène-là, elle avait encore plus d'intérêt parce qu'on attendait de voir qu'est-ce que ça allait donner en fait cette nouvelle armure et quelles allaient être son design et ses spécificités. Et je vais finir par... on va changer, on reste avec David Michelinie au scénario, mais changement total de dessinateur. On a Barry Windsor Smith, que vous connaissez sans doute, parce qu'on en a beaucoup parlé, pour son comics, en tout cas son graphic novel énorme Monster, mais aussi parce que il a dessiné du Conan, il a été sur pas mal de choses chez Marvel aussi. Il a fait évidemment Weapon X avec Wolverine. Il a fait un passage qu'il déteste chez Wildstorm sur Wildstorm Rising. Et voilà, c'est un artiste qu'on ne présente presque plus, mais qui a un style graphique vraiment particulier, dont je n'étais pas extrêmement fan étant jeune, notamment parce qu'effectivement cette rupture avec le style plus propre de Mark Bright et Bob Layton a été un peu brutale. Et cet épisode, j'ai mis un petit peu de temps avant de l'aimer, parce que justement c'était une telle rupture, c'est un épilogue en fait de Armor Wars, et c'est une telle rupture avec ce qui s'est passé avant que on a un peu de mal à rentrer dedans. Cela étant dit, il est ancré par Bob Layton, donc qui vient apporter, je pense, un travail supplémentaire sur les textures et donc apporter aussi un peu de cohérence là-dessus. Mais c'est un épisode vraiment magnifique, absolument indispensable, visuellement incroyable, d'une grande maturité narrative et stylistique encore une fois, et c'est un épisode qu'on pourrait retrouver aujourd'hui sans aucun problème, et trouver que ça fonctionne encore. Cette couverture, elle était ouf avec ce Tony Stark suspendu, l'armure complètement abîmée, et en plus l'armure Centurion, et on va voir pourquoi. Je vous spoil pas évidemment ce qui s'y passe, je vais juste vous montrer voilà pourquoi on peut trouver que ce travail est assez dingue. C'est qu'il y a quelque chose dans les designs des mécaniques. Alors oui, c'est vrai que Barry Windsor Smith avait fait aussi Machine Man à une époque, mais c'est vrai que ce design des mécaniques de la technologie est vraiment intéressant parce que on ne retrouve pas le côté rigide des armures dessinées par Bob Layton. Là, au contraire, on est sur quelque chose de beaucoup plus organique en fait. On est dans une approche qui est notamment, alors ici on le voit au niveau de l'armure, mais là aussi dans cette créature qu'affronte Stark, on est dans quasiment du techno-organique façon les phalanx par exemple dans les X-Men. Et cette approche-là, elle était vraiment, elle ajoute une dimension très cauchemardesque à cet épisode. Et aussi parce que on se rend compte que c'est parfaitement découpé et en même temps très très riche en détails, ce qui fait qu'on a des planches vraiment sublimes. Et je voulais terminer sur cette planche-là, qui est, je pense, un clin d'œil à Shining, puisque en fait on a Stark qui se retrouve face à un Iron Man gigantesque qui lui parle. Donc vous verrez pourquoi dans le contexte. Et en fait, il semble être accoudé à un bar et avoir le Iron Man géant en guise de barman. Et ça me fait penser à une scène de Shining en fait, où le personnage joué de Jack Torrance, ouais, je crois que c'est Jack Torrance, et donc dans l'hôtel Overlook, et il est alcoolique, il a clairement envie de boire, et il essaie de résister à ça, et il rencontre le fantôme du barman de l'hôtel, qui va lui parler et qui va le tenter. Et là, on retrouve un peu cette scène, notamment avec ce travail sur la couleur ici, qui donne l'impression qu'on a un éclairage du comptoir en fait, qui est parfaitement bien porté au niveau de l'ancrage, mais aussi au niveau de la colorisation, et de ce personnage d'Iron Man géant qui vient le tenter de plus en plus et l'encourager à consommer à nouveau de l'alcool. Donc voilà, j'avais beaucoup aimé, j'avais pas vu la référence à l'époque parce que je n'avais pas vu Shining, et en le relisant, j'ai trouvé ça plutôt cool si c'est
Félicitations. Donc voilà, je ne peux que vous encourager à acquérir cette Epic Collection. Voilà, même si vous ne suivez pas et si vous n'avez pas l'intention de continuer les Epic Collection Iron Man, parce que je pense qu'il y a un peu à boire et à manger aussi dans la série Iron Man au fil des années. Mais cet arc, en fait, vous pouvez absolument lire ça, prendre un plaisir fou, avoir la quintessence de ce que l'on aime dans Iron Man. C'est aussi un Tony Stark très différent du MCU. C'est pas un Tony Stark qui plaisante beaucoup, qui est sarcastique, qui est ironique surtout. Là, on est dans un Tony Stark beaucoup plus sérieux. Mais c'est la quintessence de ce qui, pour moi, définit Iron Man en termes de rapport à la technologie, multiplicité des adversaires, intrigues qui vont mélanger à la fois des intérêts géopolitiques et des intérêts industriels, capacité aussi de voir à quel point Stark peut être à la fois dans son bon droit et poursuivre des objectifs louables, mais peut avoir des méthodes qui vont dériver. C'est quelque chose d'assez intéressant de le voir osciller en permanence entre une forme d'héroïsme classique et aussi une forme d'obsession qui peut lui attirer des ennuis, faire que ses propres alliés se retournent contre lui. Donc voilà, c'est une saga, moi je trouve magnifique, c'est un classique absolu d'Iron Man, encore une fois qui peut se lire de manière totalement indépendante, et puis qui pour moi n'a pas vieilli, quoi. Je l'ai encore relu pour la énième fois, et je trouve que c'est pas un délire de vieux lecteurs de comics. Scénaristiquement, artistiquement, ça tient la route, même si on peut toujours se dire bah oui, ça fait un peu vintage au niveau des couleurs ou de certains designs, mais ça tient vraiment la route. Regardez bien, la qualité elle est là. Donc voilà, n'hésitez pas à aller lire cette Epic Collection et à vous le procurer. Et en plus, petit bonus aussi pour l'Epic Collection de Panini, c'est que la VO est absolument inabordable aujourd'hui. Moi j'avais acheté, parce que donc j'ai cette saga, ces 2 tomes-là, je l'ai encore dans mes stranges, et j'ai acheté aussi l'Epic Collection en version numérique à l'époque. Mais la version américaine de l'Epic Collection est à plusieurs centaines d'euros. Donc jetez-vous dessus parce que c'est une vraie opportunité de l'avoir à ce prix-là. Et cette vidéo n'est pas sponsorisée, je tiens à le dire. Parce que clairement, c'est un arc très compliqué à obtenir aujourd'hui dans ces conditions. Et j'espère que et la traduction et l'impression et le travail sur les bulles et tout sera vraiment de qualité, parce que c'est un bel album à posséder et une super aventure d'Iron Man à voir. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me dire en commentaire ce que vous en avez pensé si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo qui, comme d'habitude, aurait voulu être plus courte mais qui ne l'est pas. Voilà, et ben merci encore pour votre fidélité, pour votre soutien, vos likes, vos commentaires, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à venir échanger aussi sur YouTube ou sur Twitter pour parler un petit peu de ça. Je serais curieux de savoir, notamment si vous êtes nouveau lecteur de comics, ce que vous avez pensé ça, et si vous ne connaissez Iron Man qu'à travers le MCU, aussi qu'est-ce que vous avez pensé de cette saga et de la façon dont le personnage est dépeint. Et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour encore un petit peu de Marvel et un petit peu de DC aussi pour alterner. A très bientôt, merci, ciao.